Merci de nous rejoindre sur Radio J. Bon réveil, c'est notre dossier du jour. Donald Trump l'a annoncé vendredi soir, plus d'un mois après la signature des accords Abraham. Un autre pays musulman a décidé de normaliser ses liens avec Israël, le Soudan. Un accord de normalisation historique préparé sous l'égide des États-Unis. Une nouvelle victoire diplomatique pour l'État juif, Christophe Darin. Oui, un rapprochement avec le Soudan qui met fin à des années de relations très tendues et même hostiles entre les deux pays. Alors avant de revenir sur ces relations entre Israël et l'Afrique, on va donc d'abord revenir sur cet accord, sur cette image, sur cette vidéo que vous avez sans doute vue, Ilana. C'était vendredi à la Maison Blanche. Nous sommes dans le bureau ovale. Il y a plusieurs conseillers, tous debout. Il y a le chef de la diplomatie américaine, notamment Mike Pompeo. Et puis, assis dans son fauteuil, au centre, Donald Trump, tout sourire, qui appelle les premiers ministres israéliens et soudanais, Benjamin Netanyahou et Abdallah Hamdok, et leur annonce au téléphone la normalisation des relations entre le Soudan et Israël sous les applaudissements des conseillers. Le Soudan qui devient ainsi le 3e pays arabe à normaliser ses relations avec Jérusalem en un mois, le 5e si on ajoute bien sûr l'Égypte et la Jordanie. Est-ce que l'on connaît les termes de cet accord entre Israël et le Soudan ? Alors, quelques détails, on va dire, à commencer, et c'est la base même de cet accord de normalisation. Le Soudan est retiré de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Le pays y figurait depuis 1993. D'autre part, le Soudan a accepté de résoudre certaines demandes des victimes américaines du terrorisme et leurs familles. Le gouvernement de transition du Soudan a ainsi transféré 335 millions de dollars sur un compte séquestre pour ces victimes et leurs familles. Il s'agit en fait des victimes d'attentats perpétrés en 1998 par Al-Qaïda contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie et qui avaient fait plus de 200 morts. Alors vous allez me dire quel rapport avec le Soudan ? Tout simplement à l'époque, et c'est pas un hasard du coup si le pays effectivement était classé sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. À l'époque, au Soudan, vivait le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. En tout cas, du côté d'Israël, il faut dire que c'est un travail de longue haleine, cette normalisation. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a déclaré que ce n'était pas de la chance, mais le fruit, je cite, d'un travail acharné. Un moyen de lutter contre l'islam radical dans la région. Aussi, d'ailleurs, dans les grandes lignes, Christophe, le but de l'accord est de renforcer la démocratie, d'améliorer la sécurité alimentaire, de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme au Soudan. Oui, et puis c'est tout à fait inédit dans le cadre de cet accord également, qui effectivement à la fois est un accord diplomatique, peut-être aussi un accord militaire, effectivement, pour lutter contre l'islamisme et économique, bien entendu. D'ailleurs, on a appris ces dernières heures qu'Israël va envoyer pour 5 millions de dollars de blé au Soudan. Et bien, dans le cadre de cet accord également, le Soudan aurait effectivement accepté de désigner le Hezbollah comme organisation terroriste. C'est ce qu'a rapporté vendredi la chaîne saoudienne Al Arabiya, citant un haut responsable américain. Je dis aurait, car la désignation du Hezbollah comme mouvement terroriste ne figure pas dans la déclaration conjointe publiée par la Maison Blanche vendredi. Bon, alors on parle du Soudan. Je crois que c'est le moment de nous aider un petit peu en géographie. Est-ce qu'on peut brièvement en faire la présentation de ce pays ? Alors c'est un pays d'Afrique de l'Est, 43 millions d'habitants. C'est le 3e plus grand pays d'Afrique en termes de superficie. C'est aussi et surtout l'un des pays les plus pauvres du monde. Et il faut dire que depuis son indépendance en 1956, le Soudan n'a connu quasiment que la guerre civile. Oui, une guerre entre le Nord et le Sud, des coups d'État à répétition et puis donc cette misère accentuée par les sanctions économiques qui ont été décidées par les États-Unis après avoir inscrit donc le Soudan sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme. En 2005, en pleine guerre du Darfour, dont on a beaucoup parlé à l'époque, on avait vu notamment des images saisissantes de ces enfants affamés puis de ces combats acharnés. Un accord de paix avait permis au Soudan du Sud de devenir autonome, ce qui avait conduit à son indépendance en 2011. Le nouvel État récupère ainsi au passage les 3/4 des réserves de pétrole qui appartenaient jusque-là au Soudan, qui s'enfonce du coup dans la crise économique. Et en l'espace de quelques mois, tout a basculé au Soudan, c'était l'année dernière. Oui, c'est un petit peu, vous savez, on va dire les répliques, un peu comme les répliques sismiques. Il y a eu effectivement le printemps arabe au début des 2010, et puis dans les années qui ont suivi, en Afrique subsaharienne, on a eu des mouvements un petit peu similaires où on s'est retrouvé avec des chefs d'État qui étaient là depuis très longtemps, qui ont été renversés, et ainsi, après 30 années de dictature, Omar el-Béchir a été renversé par une révolte populaire. C'était en avril 2019. Alors un pouvoir hybride composé de militaires et de civils s'est mis en place. Objectif, faire la paix avec les rebelles. Chose faite, et là, au début de ce mois d'octobre, puisque lors d'une cérémonie dans la capitale du Soudan du Sud voisin, le gouvernement soudanais et les chefs rebelles ont signé un accord de paix historique après une longue guerre de 17 ans. Et maintenant, il y a donc cet accord de normalisation avec Israël. C'est quand même assez incroyable, Christophe, car pendant des décennies, les relations étaient extrêmement mauvaises entre Khartoum et Jérusalem. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire, puisque dès l'indépendance en 1956, le Soudan fait d'Israël son ennemi. Dans les années 70, les relations s'améliorent sous la présidence de
Ghaffar Nimeri, puis elle se dégrade à nouveau lors de la prise de pouvoir de Omar el-Béchir à la fin des années 80. Il déclarait par exemple en 2012, Omar el-Béchir, que Israël était l'ennemi numéro 1 du Soudan et il ne voulait pas entendre parler de normalisation. Les autorités soudanaises accusaient alors Israël d'avoir envoyé 4 avions furtifs pour bombarder une usine militaire de Khartoum. Et surtout jusqu'en 2016, le Soudan a été le fidèle allié de l'Iran. Oui, le pays servant notamment de zone de transit pour livrer des armes aux groupes islamistes libanais et au Hamas depuis 3-4 ans environ. Alors qu'Omar el-Béchir a été toujours au pouvoir, eh bien les choses semblaient s'apaiser. Mais je dis semblait car rien de concret ne s'est décidé quant à une future normalisation. La chute d'Omar el-Béchir a depuis évidemment facilité les choses. D'ailleurs au Soudan, cet accord annoncé vendredi n'a pas vraiment fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, et c'est peut-être là finalement, Ilana, qu'on peut se dire que le plus dur commence, contrairement justement aux accords signés avec Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, parce que au sein de la population, et on verra ensuite au sein de la classe politique, effectivement il y a beaucoup de tensions et beaucoup d'opposition, d'hostilité à la future signature éventuelle de cet accord. Comme en milieu de semaine dernière, on a pu voir des manifestations qui ont lieu samedi à Khartoum, c'est la capitale soudanaise. Un drapeau israélien a été brûlé, cela avait été le cas d'ailleurs lors d'une précédente manifestation la semaine dernière. Et selon un sondage publié il y a 2 semaines et réalisé par l'Awab Center for Research and Policy, auprès de 28 880 citoyens de 13 pays arabes, seulement 13% des Soudanais interrogés ont dit oui à des relations avec Israël, des relations normalisées, je précise. Et sur la scène politique aussi, par ailleurs, les partis sont divisés. Oui, des partis qui ont déclaré qu'ils formeraient un front unifié contre cette normalisation, notamment le plus grand parti du pays, le parti islamiste Oumma. D'ailleurs, pour rappel, si le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan et certains membres du gouvernement soutiennent cette normalisation depuis plusieurs mois, d'autres personnalités politiques s'y sont opposées. C'est le cas d'ailleurs du Premier ministre Abdallah Hamdok qui a donc fini par accepter cette normalisation, mais qui finalement y était opposé jusqu'à il y a peu. Alors évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour Israël, mais soulignons que cet accord est également un joli coup diplomatique pour Donald Trump. À seulement 8 jours de l'élection présidentielle, le locataire de la Maison-Blanche a évoqué une énorme victoire pour la paix dans le monde, les États-Unis étant bien sûr, on le disait, à la manœuvre pour permettre cet accord. Oui, ça ne peut pas mieux tomber pour effectivement le président sortant qui sera dans 8 jours opposé à Joe Biden pour la présidentielle. Et du coup, Donald Trump est euphorique, il est optimiste sur la signature de futurs accords entre Israël et des pays arabes. Et là, accrochez-vous, parce qu'il a même évoqué l'Iran. Le président américain qui a déclaré que l'Iran est passé, je cite, d'un pays riche à un pays pauvre en 3 ans, et j'aimerais les remettre sur la bonne voie. Un accord historique entre Israël et le Soudan qui est l'occasion aussi d'évoquer l'histoire des liens entre Jérusalem et les pays africains. Depuis les indépendances des années 50-60, il y a eu quand même des accords. Oui, alors évidemment c'est très frustrant puisqu'on n'aura pas le temps de faire le détail et c'est passionnant comme histoire, mais effectivement elles ont été bonnes dès quand il y aura la signature. Elles ont été bonnes effectivement dès le départ, comme l'a montré la tournée de Golda Meir qui était ministre des Affaires étrangères en 1958, parce que finalement on voulait créer un petit peu des liens entre tous ces pays. Alors les relations diplomatiques effectivement ont été très nombreuses dans les années 60, économiques, militaires, puis aussi pour des raisons diplomatiques. On voulait des soutiens aux Nations Unies pour contrecarrer les pays arabes ennemis d'Israël. Et s'il y a eu quelques tensions dans les années 70 et qu'Israël s'est retrouvé isolé par rapport à de nombreux pays africains, eh bien les accords se sont poursuivis économiquement et militaires entre l'État hébreu et les pays africains. Et dans les années 80, les relations diplomatiques ont repris aussi au Zaïre, au Togo, au Libéria, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Puis dans les années 90, c'est au tour du Kenya, de la Guinée, de la République centrafricaine. Après des années de brouille diplomatique, d'ailleurs Benjamin Netanyahou avait entamé fin 2016 une tournée historique en Afrique. Et j'en avais parlé d'ailleurs à l'époque sur Radio J. Merci en tout cas Christophe pour toutes ces précisions. Vous parliez de l'Ouganda par ailleurs tout à l'heure. Peut-être Benjamin Netanyahou a remercié ce week-end le président du pays pour le rôle justement que l'Ouganda a joué dans l'organisation de cette réunion avec le chef du gouvernement de transition soudanais. Une rencontre qui a eu lieu au début de l'année et on y reviendra bien sûr sur Radio J.